Bienvenue à tous et à toutes pour notre webinaire de ce jour. Donc, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Martin Louvel, donc je suis président fondateur de Care & Coach. Notre mission, c'est de prendre soin des professionnels de santé. Et notre vision, c'est d'aider des acteurs de santé, des leaders, à développer les compétences humaines, relationnelles et managériales. Voilà, des professionnels de santé qui soient médicaux, paramédicaux ou administratifs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 chefs de service qui vont se présenter juste après, sur un sujet qui est assez passionnant, donc qui est le sujet viser l'excellence et se ressourcer en situation d'inconfort. Donc, un sujet très actuel puisqu'on vient de sortir de la crise du Covid-19. Et la chance que nous avons avec ces 3 speakers, donc un grand merci à vous, Hugues, Jean-Jacques, Lydie, pour votre présence. Et effectivement, lors de la préparation, on a pris conscience qu'en fait, vous représentez à vous 3 une filière patient complète, puisque donc Hugues, tu diriges le département des urgences d'un établissement de santé dans le Grand Est. Donc Jean-Jacques, tu es chef de médecine interne de l'hôpital privé Saint-Joseph de Paris. Et enfin, Lydie, tu es chef de service de soins de suite réadaptation dans l'établissement l'hôpital suisse de Paris. Donc, je vous propose pour démarrer de commencer par vous présenter. Et ensuite, on va pouvoir bien sûr définir les termes du sujet, rentrer dans le vif du sujet. Et j'inviterai aussi tous nos participants et nos participantes à poser vos questions en live, sachant qu'on aura 15 minutes à la fin aussi d'échanges de questions-réponses. Un grand merci encore à tous et bienvenue. Donc, Lydie, si tu veux commencer par te présenter. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et merci à tous de votre présence. Moi, je suis donc Dr Lydie Daray, je suis responsable, chef de service d'un service de soins de suite et réadaptation à l'hôpital suisse de Paris. C'est un hôpital ESPIC, donc privé à but non lucratif, qui n'a pas sur place de service d'urgence ni de service de réanimation. Je suis gériatre de formation et j'ai été avant praticien hospitalier à l'assistance publique après une formation avec 2 clinicas. La particularité de cet hôpital pendant la crise récente du Covid, c'est que nous avons été initialement étiquetés comme hôpital non-Covid dans un premier temps par l'ARS en recevant les patients non-Covid des autres établissements. Puis dans un second temps, certains de ces patients non-Covid se sont révélés être infectés par le Covid, donc ça nous a pas mal chamboulé et on a créé une unité de médecine et une unité d'une vingtaine de lits de SSR Covid sur place. Merci Lydie, bienvenue. Jean-Jacques. Merci Martin de l'invitation, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Jacques Mourad, je suis professeur de médecine interne depuis une grosse quinzaine d'années. Et effectivement, comme Lydie, je travaille depuis 1 an dans un hôpital ESPIC, l'hôpital Paris Saint-Joseph à Paris. Avant, j'ai fait 15 ans, j'ai pas mal bourlingué, j'ai fait 15 ans d'assistance publique, un peu plus que 15 ans d'assistance publique, mais en particulier 15 ans à la chefferie d'un service de médecine interne à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en banlieue compliquée, on va dire. Le service de médecine interne que je gère, je sais faire pas grand-chose, mais je sais faire depuis le début de la médecine d'aval d'urgence. Donc, je suis très ami avec les urgentistes, contrairement à d'autres, dont j'ai partagé le métier à une certaine époque de ma vie. Et en tout cas, pour revenir à ce que vient de détailler Lydie, pendant la période du Covid, on a été, comme on est un des 10 SAU parisiens, on a fatalement eu notre vague de Covid, c'est-à-dire nommément 800 patients Covid avérés, soit à peu près 10% des hospitalisations parisiennes qui ont été admises à l'hôpital Saint-Joseph. Et on a eu à gérer la vague comme d'autres, avec des singularités, des particularismes sur lesquels on reviendra peut-être, puisque c'est une partie du thème du sujet. Merci Jean-Jacques, bienvenue. Hugues, je t'en prie. Alors, on ne t'entend pas. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, ouais. donc Hugues Lefort, je suis médecin en chef du service de santé des armées et responsable de la structure des urgences de l'hôpital militaire de Le Gouest à Metz, donc dans le Grand Est.
Nous sommes insérés dans une équipe territoriale d'urgence avec aussi nos spécialistes réanimateurs et chirurgiens qui sont insérés au centre hospitalier régional. Donc, c'est une spécificité un peu locale où nous sommes un hôpital de centre-ville sans réanimation, sans chirurgie. Donc, initialement, nous n'étions pas un hôpital de premier ou deuxième niveau, mais de troisième niveau. On ne devait pas faire de Covid. Et on s'est préparé dès le début à en faire puisque on a l'habitude de prendre en charge tous ceux qui se présentent spontanément aux urgences. Donc, du coup, on ne se sentait pas à l'écart dès le départ de la crise des autres structures de soins. Voilà. À titre personnel, avant, j'étais à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et j'ai eu à affronter quelques crises comme Lydie et Jean-Jacques, tant sur le plan personnel avec un enfant polyhandicapé. Donc ça, c'est vrai, c'est une vraie expérience en fait de crise personnelle. Et puis ensuite, surtout sur le plan professionnel avec les attentats à Paris, donc des crises de cinétique courtes avec une grosse préparation et des nécessités de retour d'expérience importantes, collectives. Et puis, en tant qu'expert du mécanisme européen de protection civile, vivre le retour d'expérience des tremblements de terre à Rieti en Italie, et puis expert du mécanisme européen de protection civile sur l'ouragan Matthew à Haïti, 6 ans après le séisme. Voilà. Donc, merci pour l'invitation, Martin. Merci Hugues. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est justement de définir les termes du sujet. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par excellence quand on est chef de service ou médecin? Donc Jean-Jacques, si tu veux bien nous apporter des perspectives à ce sujet. La question est compliquée, Martin. Merci de me la poser. C'est gentil pour le débutage. Si tu es cardiologue, je te répondrai l'excellence, ce n'est pas les autres. Pour ne pas dire c'est moi, mais non, c'est compliqué. Parlons sérieusement. Il n'y a pas, me semble-t-il, une définition précise. Je dirais que c'est plutôt une cible vers laquelle on a envie de tendre sans jamais y arriver. Ça fait un peu publicité Porsche des années 90. La seule manière de ne pas se dépasser, c'est, enfin, je sais pas, de se dépasser. Enfin bon, bref, il y avait une vague histoire de publicité Porsche qui ressemblait un peu à ça. Non, moi je dirais que c'est une espèce de cerise sur le gâteau par rapport aux soins courants. On a l'impression de tout bien faire et qui regroupe, c'est des moments suspendus où on a l'impression qu'il y a à la fois des items qualitatifs qu'on peut piquer du domaine de l'expertise, sûrement, dans le domaine de la maîtrise, sûrement, et dans l'anticipation, certainement. Et on a l'impression finalement que l'excellence, c'est une espèce de moment suspendu, des périodes transitoires. On a l'impression que tout est maîtrisé, tout est anticipé, tout est géré, et où la seule place pour l'aléa, finalement, c'est la bonne surprise. Mais que tout ce qui peut survenir avait été géré, anticipé et prévu. Donc, pour moi, l'excellence en tant que chef de service, c'est un bateau, un navire ou un avion qui va d'un point A et d'un point B, et finalement on arrive au point B à l'heure. Et il a pu se passer des choses du point A au point B, mais tout avait été anticipé. Et si on arrive en avance en plus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci. Lydie, maintenant, justement, si on explore une autre partie du sujet, c'est de se dire qu'est-ce qu'on qualifie par situation d'inconfort, justement en période de crise, comment ça se manifeste concrètement et pour les équipes ou pour toi en tant que chef de service. Là aussi, question difficile et complexe. Je dirais qu'il y a plusieurs situations d'inconfort qu'on a pu vivre récemment. L'inconfort intellectuel de sentir que justement on a un manque de connaissances sur le sujet. Là récemment, le Covid, la canicule. L'inconfort de par la quantité de travail ou de soins administrés quand on sent que les ressources humaines en face ne sont pas suffisantes et que ça va impacter sur la qualité des soins. L'inconfort psychologique de l'équipe, des soignants. Là, récemment, c'était les questionnements, le Covid, les connaissances. Est-ce qu'on va l'attraper? Est-ce qu'on va on risque de le transmettre?
est-ce qu'on va pouvoir le prendre en charge correctement, enfin prendre la pathologie en charge correctement, sentir au plan psychologique aussi que justement au niveau des patients, il y avait eu des conditions extrêmement de décès, par exemple, difficiles. Je parlerai également de l'inconfort physique. L'inconfort physique, là, de travailler au début, nous, on a eu certains masques qui nous cisaillaient. On a vu des photos aussi sur les réseaux sociaux, mais qui pouvaient cisailler le visage, le cuir chevelu. Voilà, avec toutes les protections qu'on devait avoir, on avait chaud, on avait mal à la tête, on n'était pas bien, et ça impacte aussi la prise en charge. L'inconfort managérial, quand on sent que, voilà, peut-être dans ces conditions de crise, il y a tous ces questionnements qui font que il y a une perte de confiance de l'équipe, il y a des inquiétudes dans l'équipe, il y a un épuisement de l'équipe. Et ça aussi, c'est une position, voilà, source d'inconfort. Et qu'on sent que quand une de ces facettes est déséquilibrée, en fait, ça peut avoir un impact majeur sur la qualité des soins du patient et sur le bien-être des soignants. Donc, voilà, c'était pour moi les différentes situations d'inconfort. Et maintenir l'excellence dans tout ça, c'est accepter que momentanément, la dégradation et le déséquilibre de l'excellence dont tu as parlé, Jean-Jacques, que voilà, cette dégradation, ce déséquilibre soit le plus petit, le plus minime possible, qu'elle soit la plus réduite possible. Et pour ça, voilà, beaucoup de communication, d'anticipation naturellement, de présence et de flexibilité de tous. Voilà. Merci. Merci. Alors, justement, je voudrais laisser la parole à Hugues parce que tu as une expérience aussi, donc c'est important, de gestion de crise. Et selon toi, justement, quels sont les fondamentaux à sécuriser pour se ressourcer et préserver ces équipes? Lydie a fait une très belle transition sur la qualité de présence. Pour moi, c'est au quotidien, en fait, c'est de pouvoir être en pleine conscience de notre présence déjà soi-même. Dire que pour être excellent en situation d'inconfort, il faut savoir quel est le périmètre de notre zone de confort. Et c'est un peu ce que Jean-Jacques et Lydie ont dit. C'est la zone de confort, c'est-à-dire tout ce qui est anticipable, tout ce qui fonctionne correctement, mais c'est aussi la vie privée. Et ce qui est un peu particulier dans cette crise, c'est qu'elle est venue à la maison. Alors moi, en tant que médecin des forces, médecin militaire, j'ai ma vocation, et ce qui fait sens, c'est de partir, aller soutenir les forces sur des opérations extérieures. Là, l'opération extérieure, elle est venue chez moi. Quand je suis expert de l'Union européenne, je vais donner une expertise que je ne vais pas vivre. Ça va être une brève durée, je vais mettre en place des choses, je ne vais pas le vivre. C'est d'autres qui vont s'emparer de mes propositions. Là, c'est la crise à la maison, c'est une crise mondiale, tout le monde est touché. Et aussi bien au niveau professionnel, on a un grand inconfort initialement, un chaos. On reviendra un peu sur les éléments qui caractérisent et puis les choses à mettre en place et puis les pépites, in fine. Mais aussi, quand je rentre à la maison, eh ben, le risque est aussi là. C'est-à-dire que je n'ai plus de zone de confort qui est bien repérée. Et donc, voilà, donc ça, c'était une caractéristique de cette crise-là. Qui faisait que l'excellence en situation d'inconfort, elle était complexe, elle était compliquée, c'est-à-dire tout était relié ensemble et c'était une belle définition en fait de la complexité, complexus, tout est relié ensemble. Alors que pour comment préserver au quotidien et être plus à même d'être au grand rendez-vous, aux quelques grands rendez-vous d'une vie, et ben, dans une équipe, en tout cas dans mon équipe, on est toujours dans une crise de l'urgence où il y a très peu d'urgentistes sur le travail. Il y a les intérimaires qui s'abordent un petit peu sur le plan de la valorisation de ceux qui sont à la mine régulièrement et qui sont voilà, il y a des dissymétries en fait sur les urgences territorialement parlant. Nous, au sein de l'équipe, on a essayé, pour préserver ça, de travailler la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on est peu nombreux, et aussi bien au niveau des paramédicaux que des médicaux, tout ce que le plus petit échelon est capable de faire au quotidien, il faut qu'il soit en mesure de le faire. Je demande à mon équipe, depuis le début, de ne pas m'apporter des idées, mais de m'apporter des solutions.
Donc, des choses qui sont déjà un peu travaillées. Et après, ils sont souvent en charge de les mettre en application avec un travail en réseau, en équipe. Et là, c'est vrai que c'est un peu une culture où on ne fait pas du top and down. Le chef, il dit, les autres, les exécutent. C'est plutôt de bottom up avec cet exercice que j'apprécie beaucoup de la solitude du chef qui est là pour valider finalement quelque chose qui va être cohérent entre ce que chaque individu veut pour le service et pour lui-même, et puis ce que mes chefs me demandent de faire pour le service. Donc, ce qui permet, dans la crise, ça a permis de pouvoir rapidement trouver des consensus pour que la majorité accepte les solutions et le reste, en fait, trouve que les solutions soient juste acceptables pour pouvoir continuer à travailler dans l'esprit. Voilà, donc il y avait cette notion-là, cette notion d'attention à l'autre, importante, du prendre soin, déjà au quotidien. Qu'est-ce qui élève l'autre? Et donc, cet exercice de l'autorité. L'autorité, encore sur le plan étymologique, c'est celui qui produit, celui qui aide, celui qui fait prendre de la hauteur. Ce n'est pas celui qui donne des ordres. Alors, le bottom-up, ça marche bien en nominal, c'est-à-dire quand les choses fonctionnent bien, comme tu disais, quand l'avion il va d'un point A et d'un point B, et voire même qu'il arrive un peu en avance. Et en revanche, ce qui fait que ça marche bien dans le temps de la crise, c'est que lorsque il faut que ça aille vite, là, c'est le top and down qui arrive avec la chaîne hiérarchique, avec chacun a repéré ses zones de compétences et ils sont à fond dans le travail. Il est dit, exposé énormément la chose, c'est la communication. La communication au quotidien dans les équipes est importante et dans la crise encore plus. Merci Hugues, justement, c'est une bonne transition parce qu'on commence à rentrer dans le cœur du sujet, qui sont les principes d'action que vous avez pu mettre en œuvre en tant que chef de service vis-à-vis de vos équipes. Donc, pour justement structurer cela, ce que je vous propose, c'est de parler d'abord des difficultés que vous aviez rencontrées vraiment pendant la gestion de crise du Covid. Quelles sont les solutions que vous avez mises en œuvre et finalement, comment vous avez mis en œuvre ces solutions, à partir de quelle posture managériale. Donc, vous avez commencé à en parler. J'ai entendu parler de communication, d'autorité, avec cette notion d'humilité et en même temps de capacité à délivrer avec beaucoup de rigueur dans la chaîne des responsabilités. Donc, Lydie, ce que je te propose, c'est justement de partager ton expérience à ce sujet pour la crise qui… Merci Martin. Tout d'abord, les difficultés dans le service. Donc, je rappelais tout à l'heure qu'on avait été positionné comme hôpital non-Covid pour vraiment recevoir les patients des autres hôpitaux pour libérer des places. On était en 4e position. Donc, on ne s'attendait pas à en avoir aussi rapidement, même s'il y avait une unité de médecine qui a été créée à côté. En tout cas, en SSR, on n'avait pas encore décidé d'ouvrir un SSR Covid. Et donc, ça a été la première difficulté, ça a été d'être surprise par la rapidité de la contamination, en fait, même en interne, quand plusieurs patients, notamment certains patients déambulants, sont arrivés avec le Covid et qu'on n'avait pas anticipé parce que pour nous, il ne l'était pas. Ça a été aussi le manque de connaissances sur le sujet, sur les recommandations officielles qui changeaient régulièrement plusieurs fois dans la journée. Cette logistique toujours en tension, les masques, les tests de dépistage, les difficultés de voir l'isolement aussi des patients qu'on a dû, les patients qu'on a isolés de leur famille. On était parfois leur seul lien humain en fait avec l'extérieur. Les difficultés aussi de voir l'inquiétude des soignants et leur fatigue. Ils se décrivaient comme ils étaient finalement confinés dans ce service Covid, d'être sous les masques toute la journée, c'était fatigant. On sentait cette peur aussi de transmettre. Et puis sentir au tout début la perte, l'émoussement de la confiance de l'équipe quand tout ça a été un petit peu déstabilisé initialement. Dans ce qu'on a pu mettre en place, dans les solutions envisagées, c'était tout d'abord donner l'exemple, y aller. Donc on a dédié un étage du SSR aux patients Covid on a réorganisé l'hôpital, on a fait en sorte de tous les isoler dans un secteur dédié, un étage dédié. Au niveau RH, on
on a aussi eu beaucoup de chance parce que les soignants se sont extrêmement mobilisés pour participer à cette unité. On a demandé tout d'abord s'il y avait des volontaires. On a également demandé aux personnes vulnérables et aux femmes enceintes de plutôt aller dans les services plus protégés. Il y a vraiment une mobilisation exemplaire de certains soignants qui sont même revenus de leurs vacances pour participer à cette unité. Par la direction, par le COPIL, il y a la mise en place d'une cellule de crise qui se réunissait 2-3 fois par semaine. Il y a une mobilisation aussi énorme de tout le service logistique pour essayer de retrouver ce matériel qui était en tension régulièrement et de mobiliser les associations autour pour essayer d'avoir le matériel nécessaire. Et puis au niveau des connaissances, c'était aussi avoir des liens, parce qu'on est un hôpital assez isolé, d'avoir des liens avec des services d'infectiologie de référence ou de médecine interne avec Jean-Jacques, avec qui on pouvait communiquer jour et nuit et être vraiment connaître toutes les dernières recommandations. Bien sûr, c'était transmettre l'email pro sur le perso pour suivre 24/24 ce qui se passait, les résultats de PCR aussi, nuit et jour. On a fait des procédures qui étaient diffusées à tous les soignants, à tout l'établissement. On en est, je crois, à la V20. Et concernant les médecins, on a fait un groupe WhatsApp sur le SSR aussi pour pouvoir donner les informations au fil de l'eau. Et en termes de... Oui. Lydie, super. Je vois juste, pour rebondir sur ce que tu mentionnais, une question de Marie-Christine Maillot qui posait la question. Oui, tu l'as lu. C'est comment gérer la fatigue des soignants, effectivement, et leur donner envie de reprendre. Voilà, dans le contexte aussi actuel, parce qu'il y a eu... C'était un peu dans les ressources, là, ce dont je vais parler plus tard. Voilà, en tout cas, au niveau médical, c'était donné à chacun des médecins du SSR un jour dans la semaine, un jour dédié. Enfin, chacun avait un jour pour lui, pour ne pas... Enfin, voilà, on avait décidé de faire ça comme ça pour qu'il ne soit pas présent dans l'établissement, qu'il puisse se ressourcer à l'extérieur. J'ai pas lu toutes les questions là qui passent, Martin. Il y a pas mal de questions. On va les prendre, mais en tout cas, je te propose là, je vois une question notamment. Donc, à titre personnel, quels ont été vos 3 piliers pour tenir pendant toute la crise? Et même question pour vos équipes. Ouais, donc, les 3 piliers personnels? Oui, ou pour toi ou pour tes équipes. Alors, pour les équipes, c'était justement ce partage, ces temps de partage au moment du déjeuner. En fait, on a fait en sorte qu'il y ait une salle de repos dans l'unité Covid avec des fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur et une porte qui allait sur un petit air-plein vraiment isolé, mais qui permettait aux soignants de sortir. Ces moments de partage ont été extrêmement forts et nous ont vraiment soudés. Ça, c'était vraiment une belle chose. Après, à titre personnel, c'était aussi vraiment ce partage dans l'équipe, le fait de sentir que les barrières sont tombées, que voilà, tout le monde donnait son maximum et qu'on était finalement presque interchangeables à certains moments. Dans tout ce qu'on a mis en place aussi, c'était la communication. C'est vraiment beaucoup de présentiel, d'écoute autour de l'équipe pour écouter les questionnements, les angoisses et dire qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas tout, qu'on essayait d'être au taquet sur les connaissances et puis essayer de les rassurer sur la logistique parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes là-dessus. De se dire que tant qu'on avait ce qu'il fallait, on irait et si on n'avait plus le matériel, en tout cas, on veillerait à les protéger. Ça, c'était vraiment très important. C'était vraiment très important pour nous. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Oui, après, c'était donc les ressources. C'était la question des ressources. Donc, c'était aussi se dire tous ensemble qu'à chaque fin de journée, aujourd'hui, on avait fait le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Donner du temps libre à ceux qui le demandaient, en avaient besoin. Donc, on a organisé ça comme ça.
ce temps de déjeuner partagé au soleil, parce qu'il a fait très très beau, donc on pouvait se prendre ce petit temps partagé. Ça a été très important. On a mis en place un groupe de parole avec la psychologue de l'établissement pour les soignants, pour essayer de libérer aussi les paroles et accueillir les inquiétudes des uns et des autres. On a sollicité beaucoup d'associations qui nous ont permis d'avoir aussi des gâteaux, des crèmes, des vêtements pour les patients isolés qui voyaient moins leur famille. Donc ça a été aussi très agréable pour la dignité du patient qu'il soit digne pendant la prise en charge. On a eu le comité d'entreprise qui nous a aussi donné beaucoup de matériel de soins, des crèmes, des shampoings, etc. On a eu le don d'un grand chocolatier qui nous a fait extrêmement plaisir. Et puis ce qui était très, très aussi agréable dans l'équipe, c'est ces temps de partage très forts. Chacun, quand il avait un jour de libre, il y a eu beaucoup de soignants qui ont cuisiné pour l'équipe et qui revenaient le lendemain avec quelque chose de cuisiné pour l'équipe, pour ceux qui étaient là. Ça a été aussi beaucoup de générosité. Ouais. Voilà. Et dernièrement, un petit peu à distance, on a mis en place un questionnaire avec des réponses, des questions ouvertes et libres distribuées à chacun, qui étaient anonymes pour permettre de recueillir ce que chacun voulait dire, comment chacun avait vécu la crise, ce que chacun pouvait proposer aussi pour la suite. Super. Très riche. On pourra revenir sur le questionnaire, ces enseignements pour la troisième partie. Merci beaucoup en tout cas Lydie pour ce partage. Hugues, ce que je te propose c'est de partager donc toi ton vécu, les principes d'action que tu as pu mettre en œuvre. Oui, je vais essayer d'être succinct. On a fait beaucoup de choses en très peu de temps, mais dès le départ, on a notre chef, donc le général de l'hôpital, donc on a créé une cellule de crise qui se réunissait donc tous les jours. On faisait le point. Et puis moi, j'ai mis en place avec l'équipe ce qu'on appelle un point com, qui permettait à tous les personnels de pouvoir se connecter sur WhatsApp. Il y avait un scribe. Et de pouvoir avoir les informations quasiment en temps réel avec des photos et des visuels, des protocoles qu'on mettait en place dans le service. Alors au début, c'était des drafts et puis après, progressivement, on les a bien sûr améliorés. C'était autant de repères importants pour l'équipe. Et puis aussi, il y en avait qui étaient en opération extérieure qui revenaient, il y en a qui étaient en permission aussi. On n'avait pas fait le plan de rappel massif, puisqu'on essayait très rapidement. On a eu des grands principes qui ont été nos fils rouges, qui a été l'éthique. C'est-à-dire qu'anticiper les problématiques qui auraient de responsabilité individuelle et donc de pouvoir diluer en fait la charge émotionnelle liée à des prises de décision dans l'instant sur le groupe. Donc ça a été important. Donc il y avait la cellule de crise, mais à côté de ça, on a créé très rapidement, enfin quasiment immédiatement dans les premiers jours, un comité d'éthique et de soutien qui se réunissait et qui permettait de travailler ensemble avec des cadres, avec des paramédicaux, toutes ces questions-là de prise en charge des patients, d'accompagnement en fin de vie, des limitations actives des thérapeutiques. Et d'ailleurs, on appelait plus ça les LATA. On a travaillé sur le projet thérapeutique qui était réévalué quasiment tous les jours. Donc, dès que le patient arrivait, on n'effaçait pas ce qui était fait avant, mais on réévaluait tous les jours parce que la dynamique de la maladie était journalière en fait, avec des caps qui pouvaient être passés par des personnes âgées, parfois qui n'étaient pas éligibles à une respiration artificielle par exemple, et qui passaient le cap sous oxygène. Ça nous a permis aussi d'améliorer et de trouver d'autres thérapeutiques. Comment, par exemple, passer au-delà de 15 litres minute à l'oxygène, comment faire avec de l'air plus de l'oxygène, régler la FiO2, mais aller à 30 litres minute, utiliser d'autres systèmes comme la Boussinac. Donc ça, c'était vraiment un accompagnement collectif qui était important, où c'était aussi un bon repère qui permettait aussi de normer un petit peu les prises en charge et d'y réfléchir ensemble. Ensuite, il y a eu la cellule de crise, et puis il y a aussi une cellule d'aide aux familles. Au départ, les soignants pensaient, à juste titre, parce qu'on est remonté à bloc,
qu'ils avaient le temps de pouvoir gérer les familles dans les secteurs Covid. Et en fait, on a préféré faire le choix de dédier ça à une équipe qui était par des externes du service de santé des armées et un externe qui est aussi un ancien réserviste et infirmier, qui ont permis d'accompagner les familles, alors d'abord avec des ordinateurs et puis après avec des tablettes, et qui permettaient de pouvoir rompre l'isolement. Et ça a permis d'observer notamment que les familles qui venaient, notamment pour les fins de vie, étaient très très inquiètes et n'étaient pas très demandeuses d'aller au contact du Covid et de leur famille, des patients qui étaient Covid+. Donc cette cellule d'aide de famille était très intéressante parce que c'était toujours le même noyau qui était là pendant les 3 premières semaines les plus dures et qui répondait aux familles, et donc ils avaient des interlocuteurs qui étaient assez stables. Et je crois qu'il y a un grand mot dans le chaos, c'est arriver à trouver des repères stables, des repères qui sont ancrés, d'où le titre un peu du webinaire, des repères qui sont ancrés, même s'ils sont peu nombreux, à savoir les repérer et construire dessus. Voilà, plutôt que d'aller passer de repères un petit peu fragiles à repères fragiles qui sont autant de façons de s'épuiser. Quels étaient ces repères, Hugues, justement? Alors, les repères, c'est redélimiter la zone de confort très rapidement dans le chaos, c'est-à-dire que le terrain guide. D'abord, on met en place rapidement les choses parce qu'il faut que concrètement, il y ait des choses qui soient mises en place parce que les patients arrivent. C'est là l'anticipation dont parlait Jean-Jacques et Lydie, c'est toute l'expérience mondiale avec la lecture. Donc, on avait aussi une cellule de veille scientifique donc, qui était faite, cornaquée par un interniste et puis notre radiologue. Qui avait un peu plus de temps, entre guillemets. Et puis, donc ça permettait d'anticiper, de voir un peu sur quoi on pouvait jouer. Par exemple, on a pu, au niveau du secrétariat, par exemple, on a pu travailler sur les notions de rémanence du coronavirus, des coronavirus en général, parce qu'on n'avait pas grand-chose sur le Covid-19, et sur toute la prise en charge du patient, et essayer de limiter toute l'énergie à nettoyer, parce que tout simplement avec des pochettes plastiques qu'on réutilisait toutes les semaines, donc en fait le patient mettait ses affaires dedans et après on les mettait dans un paraffeur et au bout d'une semaine on les réutilisait. Ça a évité en fait de passer beaucoup de temps à nettoyer les choses. Ça nous a permis de travailler sur d'autres domaines avec le côté scientifique, mais aussi le terrain guide. On redélimite des façons de travailler et puis très rapidement on met du monde pour écrire les choses. Et donc, c'est ce que je parlais. D'abord, c'est une V1, mais on sait où il est le protocole. Et ce protocole écrit, après, chacun sait où le trouver. Et que ce soit une V1, V2 ou V8, il a juste à le relire et il sait, c'est un repère c'est entre guillemets contraphobique et ça apporte de l'assurance. Et surtout, tout le monde parle le même langage. Ça évite que chacun fasse sa petite sauce dans son coin. Donc, essayer d'être coordonné. Voilà. Donc, après, il y avait sur les 3 piliers, moi, il y a des éléments qui sont très personnels. Il y avait la notion d'humilité. Je crois que ce que nous a appris cette crise, c'est qu'il faut toujours rester très humble. Quand on ne connaît pas l'ennemi, c'est difficile de le maîtriser. Donc, on peut maîtriser certaines choses, mais là, c'était difficile. Et au quotidien, ça nous a permis, moi, en tant que manager, d'essayer de lâcher prise. Certes, il y avait énormément de travail, Lydie en parlait, avec notamment beaucoup de présence auprès de l'équipe. Et le lâcher prise et pour faire travailler la subsidiarité parce que ça me permettait, moi, essayer de temps en temps de me reposer ou de passer plus de temps au contact des équipes pour avoir la sensibilité et savoir où l'équipe voulait aller et surtout quand les gens commençaient à être fragiles plus qu'il ne fallait et qu'il fallait qu'ils se reposent. Et d'où, là, il y avait la notion de gestion des relèves qui était fondamentale avec, là, pour le coup, l'opportunité de personnes qui n'avaient plus à travailler, de soignants ou qui se présentaient spontanément pour nous aider. Et là, il a fallu dire à l'équipe toute la noblesse de notre mission, elle était d'assurer la logistique et non pas le geste technique qui est plutôt valorisant. Mais quand on met un infirmier qui ne connaît pas le service, eh bien, il faut le mettre à perfuser, il faut le mettre à servir des choses qu'il sait faire, mais pas la logistique, parce que sinon, ça va être très chronophage et on va perdre beaucoup de temps et d'énergie. Voilà. Et puis la communication avec, comme vous avez dit, ces éléments qu'on a mis en place qui a permis d'éviter, de limiter au maximum l'effet de surprise et de découverte pour ceux qui n'étaient pas là
et aussi de permettre, par cette synthèse que l'on faisait du point de communication, une synthèse bien structurée qui arrivait 24 heures après, aux gens de pouvoir décrocher aussi avec cette idée de pouvoir leur donner, de garder le roulement, en tout cas de leur donner 2 nuits de sommeil avec une journée pleine de repos pour prendre soin de leur zone de confort. Donc ça permettait aussi de métaboliser le risque. Merci, et puis merci d'avoir repris aussi la question de Suzanne sur les 3 piliers. Jean-Jacques, je te propose de partager donc ton expérience, ton vécu, de comment tu as accompagné et géré cette crise en lien avec tes équipes. Ouais, je vais essayer de ne pas être redondant avec Hugues et Lydie parce qu'on a tous vécu et on a tous appliqué des choses que les gens qui nous écoutent ont probablement vécu et appliqué. Quand tu parlais des difficultés que j'avais pu avoir, moi, on sort globalement très renforcé de cette crise en team building. C'est le meilleur team building qu'on ait jamais pu connaître. Moi, je suis arrivé dans ce service il y a 1 an. Ça a été, et puis en plus, on était en période de fusion avec un autre hôpital qui est Maryland Long. Je veux dire, cette crise-là nous a épargné un team building. Ça, c'est clair que parce que ça a bien fonctionné, enfin, peut-être moins mal fonctionné qu'ailleurs. Et qu'est-ce que j'ai eu à gérer? C'est un peu pareil. Je pense qu'un manager, face à une crise, et cette crise était attendue pour ceux qui avaient les yeux ouverts, ce n'est pas comme vous traversez la rue ou votre fils traverse la rue et il a un accident de voiture, ce n'est pas quelque chose qu'on peut anticiper. Ça vous tombe dessus et là, votre réaction est différente qu'un tsunami qui arrive lentement, parce que ça ressemble à ça quand même, cette vague épidémique, dans lequel, si on a vu les yeux ouverts et les oreilles ouvertes, on aurait pu anticiper, et certains d'entre nous l'ont bien fait, d'autres moins bien, et ont eu cette phase de sidération qui accompagne un début de crise qui nuit sûrement au management. Ce que j'ai eu à gérer, moi, c'est 2 choses. J'ai eu comme simple difficulté, c'était entraîner les gens de l'équipe qui avaient soit l'ignorance, soit la sidération au moment de la crise et qui étaient en retard de prise en charge, c'est-à-dire qui voulaient plutôt fuir que s'engager. Et il fallait, plutôt les isoler, les expliquer et surtout qu'il n'ait pas de pouvoir de contamination sur le reste de l'équipe. Et ça, on a vu ça dans beaucoup d'hôpitaux et beaucoup de services. Il y a eu même eu de très beaux papiers qui étaient sur la longueur des réunions de crise qui ont été évoquées par Hugues. On en a eu, mais nous, on est limité à 1 heure par jour. Et on savait qu'au-delà, c'était soit contre-productif, soit voire nuisible ou anxiogène. Et donc, première étape, c'était effectivement amener tout le monde dans l'engagement. Et j'ai eu la chance d'avoir plutôt une équipe qui s'est plus ou moins facilement engagée, y compris les plus jeunes, tous les corps de métier, mais il a fallu un travail de réassurance, de pédagogie. Et dès que les premiers malades sont arrivés, les angoisses ont laissé place à la peur, puis à l'engagement. Mais il ne fallait pas que ça reste trop longtemps dans l'angoisse, c'est-à-dire la peur sans objet. Après, la deuxième difficulté que j'ai eu à gérer, et je le dis souvent, et ça va parler à Hugues parce que c'est un soldat, une guerre, c'est un manager, ça doit gérer à la fois, il faut une certaine dose de dogmatisme et une certaine dose de pragmatisme pour réussir. Les dogmatiques, il faut, parce qu'il y a de la rigueur, il y a de l'organisation, et puis il en faut, et puis à partir du moment où on décide de quelque chose, il faut l'écrire, la procédure et l'appliquer. Et puis le pragmatisme, ça va être l'inventivité face à quelque chose qu'on ignore et qui est une première pour la plupart du temps. Mais trop de pragmatisme, c'est de l'anarchie et le bordel et ce n'est pas gérable. Et donc, il faut identifier dans une équipe les dogmatismes et les pragmatiques et puis prendre le meilleur de ce qu'ils peuvent apporter. Et surtout pas mettre un pragmatique dans le dogmatisme et l'inverse. Aujourd'hui, les dogmatiques, c'est nommément, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais moi, très rapidement, je leur ai dit, les garçons, les vacances de Pâques, même pas en rêve. C'était avant le confinement. Alors, quand vous le dites, quand N égale 2 malades dans le service, les gens ne comprennent pas. Mais une fois que c'est digéré, c'est digéré. Les dogmatiques, ça a été ceux qui avaient un moule de fonctionnement, et je parle individu, équipe, hôpital, et qui ont voulu absolument faire entrer la pandémie Covid dans leur moule de fonctionnement. Par exemple, un des assistants qui t'explique que Covid ou pas Covid, j'arriverai pour faire ma contre-visite du samedi à 9h30, je partirai à midi coûte que coûte, alors que le monde est en fracas autour. Et bien ça, il va falloir gérer cette problématique-là. Heureusement, elle n'a pas été essentielle dans la difficulté, mais
à un moment donné, il faut que… et puis, trop de pragmatisme tue, c'est-à-dire ouvrir 50 lits tous les jours, et ça a été le cas pendant 15 jours pour accueillir des nouveaux patients Covid, et fatalement trouver en disant bah, tout le monde va faire du Covid, y compris le proctologue, et j'ai rien contre, et ben ça c'est trop de pragmatisme, il faut derrière amener de la rigueur, du dogmatisme, des protocoles de soins, etc. Et donc, finalement, le manager dans cette situation, il doit à mon avis puiser dans son expérience et la digestion des crises passées, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et on en a parlé, ce n'est pas le lieu d'en détailler, mais je pense que toute expérience de crise, personnelle ou professionnelle, doit être correctement digérée. Et dans chaque crise antérieure, il y a un élément qui va amener de l'expérience finalement. Et cette expérience va être utile. Et moi, j'ai eu plein de crises passées, personnelles et professionnelles, qui m'ont été particulièrement utiles dans la gestion de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour survivre, faire survivre mon équipe et par le biais de cette survie, faire survivre mes patients. Et cette survie, c'est élaguer tout ce qui est non indispensable. Et ça peut passer par, je l'ai fait, élaguer, j'ai 2 enfants en bas âge, je ne les ai pas vus pendant 6 semaines parce que ça allait perturber mon organisation puisque j'ai passé l'essentiel de mon temps à l'hôpital parce que je l'estimais nécessaire et prioritaire. Ça peut être parce que l'éloignement, à l'inverse d'autres, était anxiogène pour moi. Je ne supportais pas de ne pas être dans le service. Ça peut être élaguer les réunions inutiles. Et c'est revenir aux fondamentaux. Et pour découvrir le fondamental, il faut y avoir pensé. Et puis mon obsession, c'était d'avoir 1 semaine d'avance sur la maladie et avoir 1 semaine d'avance sur l'état dans lequel allaient passer les équipes et les individus, puisqu'on savait qu'après l'angoisse, il allait y avoir l'adrénaline, la héroïsation, le côté sauveur de vie. Puis il allait y avoir la lassitude. Il y avait quand même une particularité de cette épidémie différente d'un tremblement de terre, c'est que tous les malades étaient similaires, ils avaient tous les mêmes choses, alors que dans un tremblement ou un accident, on pouvait avoir un qui a la fracture, l'autre qui a, etc. Et puis ça pouvait lasser à la fin, au bout d'un mois. Et puis enfin, il y avait après la lassitude, le burn-out et la fatigue qui apparaissaient. Et mettre de l'autodérision, rigoler avec les équipes, les nourrir, on a tous pris 3-4 kilos, et puis leur dire surtout, préparez-vous au coup d'après en parlant. Ça permettait, sur le mode un peu managérial que j'ai, qui est plutôt très, non pas descendant, mais l'inverse, et puis un peu sur l'autodérision, d'anticiper le coup d'après et d'éviter de laisser des gens fragiles dans la déshéroïsation qui a touché beaucoup de gens et qui en touche beaucoup aujourd'hui. Revenir au quotidien a été compliqué pour beaucoup. Hein. Merci, justement, c'est le point que je voulais adresser maintenant. C'est une question qui a été posée par une de nos participantes. On a commencé à prendre quelques questions, donc je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a aussi un effet maintenant de retour à la normalité, avant de parler même de l'après-Covid. Oui, donc Marie-Christine qui mentionnait comment gérer justement ce retour à la normalité. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui de mettre en place? Hugues, tu souhaiterais partager à ce sujet? Oui, alors, sur le retour à la normalité, il faut anticiper. Il y a des personnes en fait, qui sont sorties de l'ombre. La crise est un formidable pouvoir de lever les filtres et de lever les écrans de fumée sur ce que sont les gens en profondeur et leur motivation, ce qu'ils peuvent donner au-delà de ce que même certains pensent, entre le conscient et l'inconscient. Et comme tu disais, Jean-Jacques, c'est une magnifique épreuve de team building. Alors moi, je parle souvent du Weiji, l'esprit Weiji en chinois, c'est la crise. Weiji, la crise en chinois, c'est le temps du danger et le temps de l'opportunité. Et on peut travailler les deux et il y a une vraie opportunité de découvrir qui sont nos confrères, qui sont les gens avec qui on travaille. Le problème, en fait, c'est qu'on a tendance à oublier assez facilement et les gens aussi ont tendance à revenir sur des modalités de fonctionnement qui sont ceux d'avant. Et l'expérience engrangée, il faut pouvoir la formaliser encore une fois. Alors, c'est pas que je suis je ne veux pas être dogmatique, Jean-Jacques, mais c'est l'importance du retour d'expérience. Parce que le retour d'expérience, au-delà de l'expérience elle-même, c'est-à-dire ce que l'on a vécu,
c'est aussi qui a fait quoi et comment est-ce qu'on va pouvoir construire avec ce qui s'est passé. Et il faut le noter. Par exemple, nous, c'est vrai que dans les fils rouges, les synthèses que l'on faisait, qu'on diffusait 24 heures après une relecture qui ne faisait jamais plus de 2 pages, c'est aussi une façon, on les a toutes mises à un endroit où tout le monde peut y revenir. C'est une façon en fait de pouvoir relire ce qui s'était passé, de pouvoir tracer. Nos plannings, par exemple, étaient sur un seul planning, ce qui a permis aussi à ce que tout le monde puisse voir ce que chacun avait fait. Et après, il y a les oubliés. Et ça, moi, j'ai été très marqué à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sur les attentats. Quand je suis parti, 6e départ de ma caserne sur les attentats du Bataclan, je suis parti avec un véhicule de premier secours qui était au fin fond d'un hangar. On a mis du matériel comme on pouvait. Et j'avais un pilote d'ambulance de réanimation et il me fallait un 3e larron. Et donc le pilote a joué l'infirmier, entre guillemets, et un 3e larron pour conduire. Et j'ai pris le gars qui était à la guérite de la sécurité de la caserne. Et ben, j'ai pris quelqu'un qui était habituellement, qui avait fait du secourisme il y a 10 ans et qui n'était plus habitué à ça, mais surtout en fait qui était sorti du système dès lors que la crise s'est arrêtée. Et il a fallu constamment que j'aille le récupérer pour le ramener dans le système de valorisation, dans le système de retour d'expérience, parce qu'il était isolé. Et il l'a particulièrement mal vécu. Quand on est dans une caserne où tout le monde a été mobilisé, que les gens ont été rappelés pour pouvoir assurer le coup d'après, même eux, ils ont été valorisés parce voilà, et puis ils vivent les uns avec les autres. Alors bien sûr, quand il y a du trauma psychique, on est seul à avoir vécu ça, et ça c'est un champ très particulier de retour personnel. Mais sur le plan collectif, il y a un collectif qui se construit après. Et Marie-Christine parlait des ASH, on parlait aussi des logisticiens, des pharmaciens. Il commence chez les pharmaciens à avoir des choses qui sont écrites et qui marquent, notamment dans PubMed, le coût de vraiment la participation. Les libéraux qui sont habituellement très isolés, là enfin, il y a des collectifs qui écrivent dessus ce qu'ils ont fait. Mais les paramédicaux, ils n'ont pas l'habitude de valoriser leur travail, ils n'ont pas l'habitude de le structurer, de l'écrire et du coup de le passer à la postérité. Et c'est pour ça qu'en tant que chef de service, j'essaye actuellement de formaliser une sorte de questionnaire avec des réponses un peu binaires et puis un peu ouvertes, donc avec le collectif, pour faire ce retour d'expérience et pour pouvoir ensuite le diffuser. Mais aussi, il y a toute cette valorisation. Alors, chez les militaires, la valorisation, elle est qui marque le coup. Alors, on parle des médailles, on parle des témoignages de satisfaction, des lettres de félicitations. Tout ça, il ne faut pas l'oublier. Chez les militaires, c'est assez bien structuré. Dans le service de santé des armées, c'est une petite clinique que je vais faire, mais on oublie assez de le faire parce qu'on fait notre travail et que notre vocation, elle n'est pas d'avoir des breloques, elle est de sauver des vies, ou en tout cas de soigner, de prendre soin. Mais chez les militaires, ils aiment bien parce que les médailles, ça s'affiche, voilà, on penche sur le côté gauche et c'est pas mal, et on est un vrai sapin de Noël à la fin de sa carrière, et ça a visuel, ça veut dire quelque chose. Chez les civils, on n'a pas cette habitude-là. Et je crois que là, il y a un vrai travail à faire alors qu'il y a des possibilités. Alors, il y a les médailles qui vont être épidémies, des choses comme ça. Il y a les lettres de félicitations. Il y a des choses qui marquent le coup. Et puis aussi, il y a la valorisation avec le retour d'expérience sur les écrits où il faut faire participer en fait les paramédicaux. Et voilà, il y a un collectif derrière dans les relectures et tout ça. Même si ça n'a pas beaucoup de sens, le point SIGAPS pour les paramédicaux, certains paramédicaux ou les ASH. Mais il n'empêche que la relecture, le fait d'avoir des points de vue, des petits encarts, des choses comme ça, une relecture collective est fondamentale. Et puis, ne pas oublier. Et voilà, ça, c'est une question qui est complexe, c'est sûr. Est-ce qu'il faut faire? Les dates anniversaires sont difficiles à revivre. On l'a vu sur les attentats. Ça pose la question de et après, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on continue à construire l'équipe avec cette expérience-là? Il y a les départs, il y a les arrivées avec les jeunes qui n'ont pas connu. Ah, toi, tu n'as pas connu. Voilà. Il faut savoir gérer les frustrations aussi, les accompagner, les impatiences. Ça, on le voit bien dans les crises. Hein. Les impatiences sont immenses parce que beaucoup ne comprennent pas la temporalité d'une crise, ces dynamiques qui font que on est dans un monde du zapping et du tout de suite, et on ne comprend pas que certaines choses arrivent avec un certain temps.
ne serait-ce que la crise, il y a le terrain, le patient qui arrive, qu'il faut intuber, et puis derrière, il y a toute la chaîne logistique sur les médicaments, les benzos, les curares qui ne suivent pas, les masques et tout ça. On a bien vu tous les biais émotionnels dans lesquels on a été traversé, dans lesquels certains experts ont été autoproclamés et sont tombés en plein dedans avec des biais de confirmation d'hypothèses, des biais de soumission aux autorités. Voilà, il y a tous ces biais-là dans lesquels il faut savoir naviguer en pleine conscience. Voilà. Merci, tu mentionnes le point de la reconnaissance qui, je pense, est essentiel, hein, qui d'ailleurs a été très fortement partagé à la fois pendant la crise et aussi maintenant. C'est un sujet d'actualité. Alors, je vois une question aussi de Suzanne Peters qui pose la question. Est-ce que vous diriez que vous êtes toujours en mode crise après le team building dont tu parlais, Jean-Jacques, qui était très fort, l'adrénaline? Est-ce que vous craignez la démotivation, l'épuisement? Et si oui, comment justement vous l'anticipez, vous mettez en place des dispositifs pour gérer la situation actuelle? Alors, quand j'ai présenté, j'avais présenté l'histoire au début des premiers malades. J'avais réuni l'équipe et puis on avait fait un diaporama, peu importe, pour leur raconter à quoi ça. Enfin, en gros, le Covid pour les nuls, hein, c'était d'un point de vue très soignant. Et puis, j'avais fini par une diapo en leur disant voilà par quelle phase vous allez passer. Donc, dès début mars, je leur ai dit faites gaffe à la démotivation. Et puis, pour rejoindre Hugues, c'est vrai que ces crises sont des exhausteurs de caractère. Et le manager doit, en pleine crise, observer encore plus ses équipes, être là, bien entendu, mais les observer. Parce que pour se rappeler de leur comportement, non pas pour culpabiliser parce qu'il y en a toujours dans des crises, hein, et ils ont toujours des raisons légitimes, il ne faut pas les culpabiliser de prendre un chemin de traverse et d'être dans l'évitement, mais surtout de tirer le meilleur de ce que des gens… donc moi, j'ai eu des vraies révélations dans mon corps médical et paramédical, de gens qui, en situation de paix, entre guillemets, faisaient leur boulot bien, mais sans plus, quoi, et qui se sont révélés d'extraordinaires soignants, avec une capacité à entraîner ceux qui hésitaient derrière eux, et ceux-là, il ne faut pas les lâcher, c'est-à-dire qu'il faut très vite leur proposer au minimum une valorisation de ce qu'ils ont fait. Alors, elle peut être matérielle, médaille, breloque, un merci, et puis ce qu'on veut, mais surtout derrière de leur dire, mais tu m'as montré ça, est-ce que tu peux continuer à me montrer ça, ou 50% de ce que tu m'as montré, quitte à ce qu'on trouve des évolutions de carrière, une manière de faire que ces gens-là deviennent des vrais entraîneurs et qu'on soit plutôt une équipe d'entraîneurs, au sens entraîné, que de se sentir parfois seul en tête de cordée, pour reprendre un terme largement utilisé depuis 2 ans. Donc, moi, je trouve que ces gens-là, il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas les perdre, il faut très, très vite les remettre sur des projets, sur des thèmes qui les intéressent et leur laisser la parole dans les réunions de service pour qu'ils deviennent, avec vous, des entraîneurs vers le haut. Et ça me semble essentiel. Et puis, voilà. Et puis le reste, moi, j'ai eu l'énorme émotion et l'énorme surprise parce qu'on pense toujours que c'est descendant, pour le coup, le merci. Mais bon, après 2 mois, et on est plutôt en dehors de crise, j'ai récupéré un service à peu près normal. J'ai eu mes équipes paramédicales qui sont venues me voir en me disant Jean-Jacques, dimanche, vous êtes là comme tous les jours. Je lui dis bah non, là, ça va aller, les dimanches, je vais me reposer un peu. Ils me disent venez dimanche à midi. Et c'était il y a 10 jours. Et elles m'avaient fait un magnifique repas et elles m'ont offert une bouteille de champagne et une boîte de macarons Hermé. On est dans le monde à l'envers, hein, pour me dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous pendant ces 6 semaines. C'est le plus beau remerciement que peut avoir un gars qui arrive depuis 1 an dans un service qui était très soudé, un peu fermé et qui était peu valorisé. Voilà. Alors on parlait de l'excellence au début. Je ne me sens pas excellent dans cette histoire-là, mais je trouve que l'équipe en sort plutôt extraordinaire. Et c'est la plus belle émotion que j'ai eue de ma carrière de manager en 20 ans. Merci pour ce beau témoignage, Jean-Jacques. Justement, on a commencé à en parler des pépites. Vous les avez vues. Vous avez parlé des difficultés que vous avez traversées, comment sortir grandi. Et les pépites, justement, que vous avez commencé à mentionner, comment les cultiver, les faire tenir dans la durée. Lydie, tu avais abordé le sujet du questionnaire que tu avais commencé à mettre en place avec tes équipes. Ça ouvre la perspective maintenant sur les quelques minutes qui nous restent.
pour justement échanger sur votre vision de l'hôpital du futur, de l'organisation où il fait bon travailler et être soigné. Donc, je t'en prie, Lydie, si tu souhaites t'exprimer là-dessus. Je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit tous les deux, Hugues et Jean-Jacques. C'est vrai que ça a été vraiment une découverte de beaucoup de personnalités et dans l'ensemble, vraiment de très, très, très belles surprises d'implication, de courage, de volonté, de flexibilité de chacun. Et on a vraiment envie de surfer, de continuer à surfer sur cette vague, en fait, de garder ça. Les gens, c'est ce que je leur ai dit l'autre jour aussi, vous avez été capable de faire tout ça, de donner ce qu'il y a de meilleur de vous-même. Et c'est vrai que ça, on aimerait pouvoir le conserver. Alors, comme tu disais, Jean-Jacques, peut-être que 50%, mais tout ça, c'est en eux. Et ça, c'est aussi une très grande valorisation en dehors de reconnaissance financière, médaille breloque dont on a parlé tout à l'heure. Mais leur faire se rendre, enfin, que les soignants se rendent compte de ce qu'ils ont été capables de faire et de tout ce qu'ils ont donné de beau. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit aussi cette crise leur avait permis de retrouver vraiment du sens dans leur métier, d'être près du patient, de s'occuper du patient avant tout, d'être là pour lui, que ce soit dans le soin, la dignité, la communication. C'était vraiment ce qui leur était le plus important au quotidien. Et ça, j'aimerais bien pouvoir le conserver dans les semaines, dans les mois à venir et rebondir là-dessus régulièrement. Oui. Si je peux rebondir avec ce que tu dis, Lydie et Jean-Jacques, sur le management là, le management des chefs vers le haut. Notre responsabilité, on sent que nous, on est un peu fatigué. Et parfois, on prend beaucoup sur nous pour... il y a énormément de travail, il y a énormément de temps passé. Marie-Christine nous parle de son expérience en tant que cadre et en télétravail. Je crois qu'autant dans la vie, dans les imprévus du quotidien, dans la vie de tous les jours, que dans ces grands rendez-vous là, où on nous attend vraiment en tant que responsable, il faut savoir rechercher toujours cette cohérence, en tout cas ajuster les curseurs entre ce que l'on est, ce que l'on pense être, et ce que les autres voudraient que l'on soit. Et Marie-Christine, je pense que la meilleure façon de pouvoir, quand vous dites que vous avez l'impression parce qu'à cause du télétravail, malgré le fait d'avoir travaillé énormément tous les jours, eh ben, vous étiez un peu déconnecté du terrain, il me semble que la meilleure façon, c'est déjà d'être abandonné sur ce que vous pensez être. Il faut juste être à fond en qualité de présence. Et puis tout simplement faire un retour. Le retour d'expérience est important parce que s'il est bien formalisé, s'il est formalisé tout simplement, et qu'il n'y a pas de retour négatif, eh bien, il va falloir vous ajuster à ça et c'est peut-être la réalité. Et en tout cas, il faudra… On a perdu… Perdu Hugues, petit bug technique. OK. En tout cas… ouais, on était vraiment sur Ah, c'est bon, on a récupéré. Tu es toujours avec nous? Pardon, vous en étiez où du coup? J'en étais où? Il y a 10 secondes. Ah, d'accord. Ok. Je ne sais pas pourquoi l'Internet est instable. Attends, je vais peut-être… oui, et donc… c'est mieux là ou pas? Non? Vous m'entendez bien là? Très bien. D'accord. Et donc, Marie-Christine, oui, peut-être qu'à un moment, la formalisation du retour d'expérience, il doit être collectif et parfois, il peut être orienté. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à être transparent. Les gens, ils ne cherchent pas, à mon avis, dans la crise, à être rassurés par de la fausse réassurance. Ils veulent être rassurés par de la transparence. Parce que la transparence permet de s'ajuster. Si je dis à quelqu'un, vous avez un cancer, il va s'imaginer plein de choses. Si je dis un cancer, on vous opère dans 2 semaines et dans 3 semaines, ça ira mieux, il va s'ajuster différemment. Si le retour d'expérience, à un moment, pointe du doigt des manquements ou un manque d'efficience, il faut travailler parce que c'est toujours un ressenti en fait, qui est parfois dissymétrique et qui peut amener à des choses constructives. Mais de toute façon, en discuter, c'est éviter que les abcès se forment et qu'ils éclatent en fait vraiment longtemps derrière avec des grandes frustrations. Nous, on l'a vu sur les attentats où ça a été une décision collective du général commandant de la brigade de débriefer dans le mois
dans les 15 jours, les 450 primo-intervenants et dans le mois, les 450 autres qui étaient en deuxième ligne, qui avaient fait la logistique et tout. Et c'était quasiment une obligation de le faire. Alors nous, on a essayé de le mettre en place avec la cellule psychologique, avec une veille psychologique. Et en fait, on voit typiquement que les gens, ils préfèrent, il est suffisant de leur dire votre béquille, elle est dans tel placard. Vous pouvez, si vous avez une difficulté, vous savez où aller la chercher. Et ça leur suffit en fait pour être résilient. Les tuteurs de résilience dont parle Céonic, ils sont parfois très faciles à mettre en place. Il suffit que les gens les repèrent pour qu'ils puissent tracer en fait leur route et être suffisamment costauds pour avancer. Voilà. Je pense, Marie-Christine, il ne faut pas être inquiète par rapport à ça. En revanche, à un moment, il va falloir vous dire il faut que je continue à avancer, même si je pense que j'ai eu des auto-trahisons dans la crise. Il faut avancer et construire autour. Voilà, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'histoire. On est en plein dedans dans le débat actuel. L'histoire, elle nous appartient et ça nous permet d'éviter les mêmes erreurs, mais aussi dans le collectif, de comprendre que les impasses d'hier sont peut-être les solutions de demain. Martin, si j'ai 2 minutes, j'ai vu passer une question où on disait on nous traitait d'être trop positif, je crois. On nous reprochait d'être trop positif. C'est vrai que c'est une question plus générale, hein, qui est que on voit plutôt des gens qui râlent et qui se plaignent. Hein. C'est parce que c'est ce qui surnage quand on entend un micro, une caméra ou une webcam, parce que c'est toujours comme ça. Hein. C'est plutôt vers ces gens-là qu'on va voir. Mais un manager, on a le droit d'avoir nos inquiétudes, nos angoisses, nos rancunes, nos aigreurs, nos déceptions. Mais un manager, c'est aussi, il a un fort pouvoir de contagiosité. On parle d'une maladie virale, mais un manager, il faut qu'il se rende compte aussi qu'il est scruté. Il est scruté et que le moindre trait, la moindre attitude va être interprétée par ses équipes et elle va être contaminante. Et un manager qui arrive à reculons qui est arrivé à reculons dans cette crise, qui a râlé, qui a passé son temps à se plaindre des autres, et bien fatalement, il récupère une équipe au bout de 2 mois qui est dans les chaussettes parce que son équipe n'aura fait que craindre, que râler, que dire que c'était de la faute des autres, etc. Donc à un moment donné, il n'y a pas de solution miracle. Et un manager, c'est toujours pareil, il y a un CV identique. Vous allez avoir des gens qui ont des capacités managériales ou qui les ont apprises et qui les appliquent. Et on a vu au sein d'un même hôpital des services qui sortent très bien, qui s'en sortent très bien, et des services qui s'en sortent moins bien. Et pour une même crise, une même situation, un même salaire, des mêmes décisions. Donc la réponse est dans le management. Et la réponse est dans le management et la qualité avec laquelle les managers, parce qu'on est plutôt bicéphale dans les services, il ne faut pas oublier les cadres, loin de là, et dans lesquels les managers ont accompagné, emmené, anticipé les solutions et trouvé des solutions pour leurs équipes et surtout gérer l'après, parce qu'il n'y a pas de solution miracle à part être présent, être à l'écoute, essayer de se mettre à la place des gens et ne pas imposer sa réflexion, comme l'a dit Hugues, aux autres, et puis essayer d'anticiper le coup d'après et de remettre les gens finalement dans les meilleurs postes, dans ce qu'ils ont envie de faire et dans le poste dans lequel ils se sentiront le plus utiles. Parce que pour rejoindre ce qu'a dit Hugues, c'est vrai qu'il y a eu des révélations sur des carrières. Il y a eu des infirmières qui étaient en roue libre en médecine interne, à faire un peu de gériatrie, tiède, etc., et qui ont décidé de quitter le service pour faire des unités de soins intensifs parce qu'elles y ont pris un intérêt. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Merci Jean-Jacques. Lydie, vu qu'on s'est donné à chacun 2 minutes de plus, tu voudrais apporter un mot pour voilà, juste avant de conclure? Chacun des révélations sur ce qu'ils ont envie de faire, et redonner à chacun des perspectives aussi pour l'avenir, parce que là, vous disiez que vous étiez, Jean-Jacques, toi, tu as fini tu reviens à la normalité. Nous, on ferme le SSR Covid demain. Et donc, on est un peu décalé par rapport à vous. Et donc là, on sent que les soignants ont besoin de repos et de nouvelles perspectives, de rebondir aussi sur ces révélations de caractère, de nouvelles envies. Il y a aussi des soignants qui ont décidé de déménager, se rapprocher de leur famille parce qu'ils ont senti qu'il y avait vraiment de nouvelles priorités. Et
voilà, donner de nouvelles perspectives à chacun, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes pour l'avenir et on est un petit peu dans le creux de la vague. Voilà, repartir sur des projets, construire ensemble l'avenir. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voudrais vous remercier sincèrement, Lydie, Jean-Jacques, Hugues, pour l'authenticité de vos témoignages. Il y a eu beaucoup de partage. Un grand merci aussi à tous nos participants, nos auditeurs, nos éditrices pour vos questions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes, continuez à partager les bonnes pratiques. C'est vraiment le but de ces cycles de webinaires que nous organisons. Et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.